Réalisateur, acteur, scénariste, mais on l'identifie surtout comme humoriste. Des sketchs tels que le Digicode sont cultes pour beaucoup. Son combat écologique et son goût pour la musique reviennent souvent dans ses créations, des créations, excusez-moi, il fait le pitre en face de moi, c'est compliqué, avec un regard toujours décalé, perturbant souvent, onirique parfois, drôle toujours. Marc Jolivet, bonjour. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle. Cette émission de télévision est retransmise en radio. Ça va être compliqué d'expliquer aux auditeurs un peu les grimaces que vous faites. Le rire, c'est votre... J'aime pas ce mot-là, mais je vais le dire quand même. Votre fond de commerce, un rire qui prend différentes dimensions, qui peut être militant, qui peut être séducteur, un rire qui fait réfléchir, un rire qui fait se poser des questions, qui nous propose de nous rebeller aussi. Vous mettez tout ça, vous, dans le rire, tel que vous le proposez ? Honnêtement, non. Je me contente d'être moi-même. Voilà. Alors, et après, souvent, on me dit, ça peut arriver, définissez-vous. Je dis, mais non, vous définissez-moi. Comment me trouvez-vous? Alors, vous êtes plutôt écolo. Très bien. Ah, vous êtes un clown. Parfait. Ah, vous êtes un peu preneur de tête. Excellent. Voilà, donc, c'est vous qui décidez ce que je suis, en tout cas, de le définir. Moi, je ne suis que moi-même et je ne me pose pas de questions de cet ordre. Ah, vous vous posez des questions de quel ordre, Marc Jolivet? Est-ce que je vais mourir ce soir? Et si je meurs ce soir, est-ce que je vais rencontrer Dieu? Voyez-vous, ça, ce sont des vraies questions. Ou est-ce que je vais acheter du lait de soja chez mon magasin préféré? Ou est-ce que je vais ne pas en acheter? Alors, on va revenir à la première question qui nous intéresse directement, puisque vous rentrez dans le vif du sujet, les pieds dans le plat, j'allais dire. Est-ce que vous allez mourir ce soir? On peut penser que non. A priori, non. A priori, non. Est-ce que vous verrez Dieu une fois que vous serez mort? Je ne sais pas, donnez-moi la réponse. Quelle est la réponse de Marc Jolivet sur le thème? Écoutez, ça me plairait beaucoup de rencontrer Dieu, quel qu'il soit. Je trouve ça me rassurerait, oui. Aujourd'hui, honnêtement, je ne l'ai pas rencontré, mais je ne suis opposé à rien. Ah oui, donc vous êtes dans une attitude d'ouverture. Absolument. Mais pas de recherche. Non, effectivement. Vous avez été éduqué comment sur ce plan-là spécifiquement, le plan de la religion? Alors, mon père et ma mère m'ont dit que je choisirais ma religion lorsque je le souhaiterais. Mais finalement, vous n'avez rien changé. À 7 ans, j'ai décidé d'être baptisé. Ah, quand même. Allons bon. Mais j'ai plus décidé d'être baptisé pour voir ce que ça faisait, pour être avec des copains. Enfin, je trouvais ça rigolo. Et j'ai fait... honnêtement, non, ça m'a pas... les curés que j'ai rencontrés... Non, je ne me suis pas senti embarqué dans cette magnifique histoire. Et vous considérez quand même que c'est une magnifique histoire? Bah, bien sûr, oui. Qu'est-ce qui vous plaît dans cette magnifique histoire? Comment dire, l'absolu, la quête de l'absolu, le surréalisme, tout ça, je trouve ça magnifique. Mais encore, quand je rencontre des gens qui ont la foi en une religion quelle qu'elle soit, quand ça n'est pas, bien sûr, de l'intégrisme, oui, je trouve ça très beau. C'est rare, hein, c'est rare. Mais, comment vous dire, j'ai moi-même la foi, j'ai foi en la vie. Ma religion, à moi, c'est la vie. Oh, c'est pas antinomique. C'est la terre. On peut avoir foi en la vie, foi dans les hommes, et puis... si. Oui, mais enfin, j'ai pas besoin de la Bible. Voilà, j'ai pas besoin du Coran. J'ai pas... mes lois, je me les crée moi-même, et que chaque être humain se crée ses propres lois par rapport à ce qu'il est réellement. C'est pas un petit peu dangereux, ça, que chacun se crée ses propres lois pour faire son petit marché Je pose la question, hein, j'ai pas la réponse. Oui, non, moi non plus. Je vous dis, c'est ce qui me concerne. Il est possible que si tout le monde faisait ça, ce serait plus difficile, oui. Il vous arrive de rentrer dans des... on est sur une chaîne catholique, donc forcément, je vais vous dire, dans des églises. Bien sûr, bien entendu. Ça vous arrive, oui. Ah, c'est magnifique. Et il s'y passe quoi quand Marc Jolivet rentre dans une église? De la concentration, beaucoup de concentration. Alors, c'est vrai que la concentration ou du recueillement? Les deux. Disons les deux, du recueillement, de la concentration et une certaine recherche. C'est vrai que dans les moments, alors disons, puisque votre question, que dans les moments où je rentre dans une église, effectivement, là, je peux rechercher. Hello? Anybody here? Hello? Bon. Vous posez des questions, en tout cas. Oh, bah oui. Bien sûr, c'est passionnant. Vous avez déjà lu un livre comme la Bible, par exemple, ou pas? Pas en entier. Pas en entier? Non. Effectivement. J'ai été un peu déçu par la Bible.
parce que j'en ai lu, je le connaissais, enfin pour la plupart, il y a des choses, toujours pareil, il y a des choses magnifiques, c'est tendre vers. Donc tendre vers son plus, c'est ça, quand je lis la Bible, ou tendre vers son plus d'humanité, plus d'amour, oui, effectivement, ça me parle. Mais ça me parle aussi bien dans le bouddhisme que dans la religion musulmane, quand elle n'est pas intégriste, bien sûr. Donc, dès que je vois des gens qui ont... j'ai l'impression que la religion aide beaucoup de gens à aller vers les autres, à aider voilà. Donc finalement, si je vous entends bien, il y a une méconnaissance assez générale de chacune des religions dans ce qu'elles proposent de précis, mais l'idée globale d'une transcendance qui nous permet de nous dépasser vous plaît. Est-ce que j'ai bien résumé, Marc Jolivet, sur le plan absolument, oui, tout à fait. Et vous êtes arrivé dans vos sketchs, j'en connais beaucoup, mais je ne pense pas tous les connaître, de traiter de sujets, est-ce que vous parlez beaucoup de politique, par exemple, de combat écologique, parce que de la religion? Non, je considère que je ne suis... les gens ont le droit de croire. Donc je n'ai jamais critiqué ça. C'est pas parce que moi je n'ai pas ces passions-là que je ne considère pas que les autres ne peuvent pas l'avoir. Mais ça fait quoi? Ça fait pas un bon thème de sketch, ou c'est juste que c'est un peu trop dangereux de faire rire avec des choses aussi des fois sensibles? De toute façon, avec islamisme intégriste, c'est évident qu'il n'y a pas tout de suite on est condamné à mort. Donc il n'y a même pas à rigoler du tout avec ça. C'est sûr qu'il est plus facile aujourd'hui de critiquer le catholicisme. Ça, c'est évident. Mais vous ne le faites pas, vous? Non, c'est facile. Puis je ne vois pas l'intérêt. Enfin, c'est... Non, jamais. Ça m'a... Oui, pardon. Non, qu'est-ce qui vous fait rire, vous? Ah, moi, beaucoup de choses me font rire. Vous savez, c'est mon tempérament. Je suis déconneur depuis toujours. Donc tout me fait rire. La vie me fait rire. Les choses dramatiques me font rire. Les gens avec qui je travaille me font rire. Je me fais rire. Les autres m'amusent. Je prends du plaisir. C'est une tournure d'esprit. Alors, c'est parfois un peu... on a l'impression, des fois, que c'est un petit peu poussé à ses limites. Même la façon dont vous le dites, là, on se dit, tiens, c'est un peu surfait. Il se force à rire des choses pas forcément très drôles. On a l'impression que c'est une éducation que vous vous êtes donnée. Oui. À 17 ans, j'ai lu le précis de décomposition de Sioran. Que vous avez mis en scène, d'ailleurs, non? En chanson. En chanson. En chanson. Et je me suis dit, soit je me mets une balle dans la tête, parce que... le cynisme, le côté nietzschéen de Sioran faisait qu'à 17 ans, j'étais un adolescent fragile. Et j'ai dit, voilà, quoi. Soit on bascule et on dit la vie ne vaut pas le coup d'être vécue et terminée, soit ça vaut le coup d'être vécu, mais du coup, alors allons vers l'hédonisme. Voilà, mais j'ai choisi le plaisir et la joie de vivre, la déconnade, et finalement, ça me va pas. Ça m'allait pas si mal que ça, puisque j'ai 58 ans et cette gymnastique de la déconnade me va fort bien. Il y a très peu de temps, on a reçu votre frère Pierre Jolivet dans cette émission, qui est votre... vous êtes l'aîné des deux frères. Il y a une sœur aussi dans la partie, mais c'est lui qu'on a reçu. Et il nous a expliqué votre enfance difficile avec le divorce des parents, maman qui part avec Marc, papa qui part avec Pierre. Donc on se dit d'abord comment le choix s'est fait. Lui, il ne le vit pas comme vous, hein. Il ne le vit pas de cette manière un peu légèrement forcée. Pierre a morflé beaucoup, beaucoup plus que moi. Voilà, c'est clair. Qu'est-ce qui fait que vous... Pierre est introverti, je suis extraverti, c'est évident. Donc il y a un Auguste et un clown blanc dans le duo Ah oui, bien sûr, bien sûr. Pierre Jolivet, regardez, Pierre a arrêté, il ne fait pas de la scène. Moi, j'ai toujours été pour une fraternité. J'aurais adoré travailler avec avec mon frère. Alors, vous avez travaillé ensemble. Rappelons aux gens quand même que vous aviez créé un duo comique. À mon initiative, on l'avait fait. Et c'était un peu contre le corps défendant de Pierre. Et quand 8 ans après, j'ai voulu arrêter, il m'en a voulu. Alors, vous aviez fait Réchaud et Frigo. Je ne sais jamais qui était Réchaud, qui était Frigo. Moi, Réchaud. Vous l'a chanté, Pierre, au moins. On lui avait passé l'extrait, mais chantez-le nous. Salut, c'est moi Réchaud, salut, c'est moi Frigo. Voilà. Et tous les après-midi, on retrouve nos amis. Salut, c'est moi Réchaud, salut, c'est moi Frigo. Et le fils d'Hitler? Quand il fait pas chaud, quand il fait pas beau, il y a Réchaud et Frigo. Le fils d'Hitler, Chébédé papa n'a pas connu sa mère. Chébédé papa, mais ressemble à son père. Chébédé papa, il a son mauvais caractère. Le fils d'Hitler, Chébédé papa. Un vrai succès à l'époque. Ah oui. On est en 1974. 74, un vrai succès à l'époque. On vous découvre chanteur. On voit que vous avez un joli brin de voix. Ça vous titille pas plus aujourd'hui? Attendez, Salgavo, vous rigolez ou quoi? Bien sûr que je chante. J'ai toujours chanté.
Pas bien, comme tout ce que je fais. Je chante mal, je me trouve doué pour rien, mais je fais. Voilà. Alors, Salgavo, juste pour préciser, c'est le spectacle qui s'annonce du 20 au 30 décembre. 31. 31, excusez-moi. Bon, il n'y a pas de mal, Emmanuel. D'ailleurs, il y a une affiche qui, je trouve, vous résume, pour ce que je connais de vous, parfaitement. On voit donc cet ours polaire qui vous tient dans ses bras. Alors, vous êtes nu, il faut le dire, habillé d'un violon et d'une perruque blanche. Oui. Et je trouve qu'on trouve votre amour pour l'écologie, votre amour pour la musique, le côté je cache rien, quoi, je me mets à poil. Voilà. C'est vous qui avez trouvé le concept de l'affiche? Oui. Oui, j'en suis très fier. J'adore. C'est mon ami Gérard Rancinan qui l'a mis en image. Mais c'est vrai que ce concept, c'est moi. Je le savais, je le sentais. Il est très fort et j'en suis vachement fier. Alors, parlons. On commence par quoi? L'écologie ou la musique? Oh, comme vous voulez, mademoiselle. You are the boss. Oh, il m'appelle mademoiselle, c'est gentil. Oui, vous êtes très mignonne. Alors, vous êtes très belle. Mais je vous le dis. Ah, alors, est-ce que les invités est-ce que les invités vous disent ça déjà? Est-ce qu'ils prennent les 2 minutes pour dire à la journaliste que vous êtes très belle? Mais vous êtes très séducteur. Je vous jure que c'était pas pour entendre ça. C'était pas pour entendre ça, c'est parce que d'un seul coup, c'est vrai, je me dis, on pense pas toujours, on va être assis là, et j'avais envie de vous le dire en toute simplicité. C'est très gentil, et moi je sais pas comment je continue derrière ça, alors on va dire donc, quoi? C'est la preuve que la plupart, les gens que vous invitez ne prennent pas le temps de le faire souvent. Voilà, enfin en tout cas pas en direct. Hein. Pas en direct. Ah oui, non, mais moi, voilà. Alors, l'écologie, allez, on va partir avec ça. Pas très souvent, mais régulièrement, on a droit à un sketch qui traite de l'écologie. J'ai en mémoire ce sketch hommage à Charlie Chaplin, d'ailleurs, où vous avez une grosse sphère en ballon, en caoutchouc, qui représente la Terre, que vous lancez comme ça, comme Charlie Chaplin. Et en nous faisant rire, vous nous parlez quand même des dégâts que l'homme commet sur la planète. On sait votre engagement pour l'écologie. Il est né comment, cet engagement? 1976, le Père Noël écolo chez Michel Drucker. On veut plus de trains électriques, ni de jouets en plastique. On veut des jouets biologiques. On veut de la nature, un ciel qui soit pur. Bonjour, bonjour les petits enfants. Vous n'êtes pas fait virer de la radio pour les chroniques écologiques? Bien sûr. Oui, c'est pas très populaire à l'époque. Ouais. Bien sûr, bien sûr. Comment vous avez pris conscience de ce qui se passait un peu avant tout le monde, finalement? Écoutez, on me pose la question, c'est une question d'amour. Vraiment, ma religion, c'est la planète, c'est la Terre. Je fais partie d'elle, et donc ça doit être une hypersensibilité qui fait que vraiment, dès les années 76, j'ai commencé à m'investir. Et seul, hein, parce que Pierre, c'est pas vraiment le cas. Et puis je prenais ma petite voiture et j'allais les aider au fin fond de la France et tout. Voilà, je disais, quoi je peux être utile? Qu'est-ce que je peux faire? C'est-à-dire les aider, c'est-à-dire à faire quoi? Une marée noire, aider le mouvement, c'était les Verts à l'époque, en disant qu'est-ce que je peux porter, c'est un meeting. Voilà, je faisais des actes écologistes, pas de la politique. Attention. C'est venu après la politique? Ça n'est jamais venu. J'ai fait des actes, je me plais à dire ça. Vous vous êtes présenté à des élections. Oui, j'ai fait des actes politiques. Contre Jean Tibéri, c'était en 1986, je crois. Ah, j'allais dire 9 mois. Peut-être 9. Je vais vérifier. C'est peut-être vous, élections municipales. Non, je n'ai jamais fait de politique. J'ai voulu... D'abord, je trouve ça bien qu'au lieu de râler tout le temps, on connaisse, faut se mettre les mains dans le cambouis. C'est moi qui ai raison, 88. 88. Voilà. Donc voilà, je trouvais ça normal. On me propose de me présenter, j'ai su ce que c'était que de faire une campagne, d'aller tous les matins sur les marchés, de voir ce que c'était que la politique. Je ne suis pas fait pour ça. Je suis fait pour être un clown. 11,5% quand même de suffrage. Et si ça se trouve, j'ai eu plus, on ne saura jamais. Il y a eu des procès, mais la politique n'est pas mon truc. J'ai pleuré. Vous dénoncez avec le rire plutôt qu'en vous engageant politiquement. Votre talent, il est plutôt là. Parce que quand même, vous êtes engagé, vous êtes ambassadeur du Défi pour la Terre, de l'ADEME et de la Fondation Nicolas Hulot, président d'honneur d'Écologie sans frontières. J'imagine que vous en parlez dans les médias et que c'est comme ça que vous vous engagez, ou ça va plus loin? Bien sûr, ça va plus loin. Bien sûr, je le paye en nombre de spectateurs. So what? Vous le payez en nombre de spectateurs? Pourquoi? Mais bien sûr, je vois les gens, je suis un écolo, il va nous prendre la tête, l'écolo. C'est évident, c'est pas grave. Les gens qui viennent me voir, ils voient bien que c'est pas vrai. Je m'adresse, vous savez, pour pas me prendre la tête, je m'adresse à 1% de la population française, soit 600 000 personnes. Donc c'est pas la peine de faire des concessions. Je me dis toujours, il y a au moins 600 000 personnes qui vont avoir envie de partager avec moi mes délires. Voilà.
Alors, ce que vous racontez, là, les gens pensent qu'ils vont se prendre la tête dans mes spectacles avec mon côté écologique. C'est la toute première page de la bande dessinée que vous avez écrite. Mon frère, l'ours blanc, chez Intervista. Et alors, c'est effectivement ça. La première page, c'est Marc Jolivet qui rentre en scène. Oui, il faut se moquer de soi. Un humoriste se doit de se moquer de lui, de se critiquer. C'est la moindre des politesses. Bonjour, je suis Marc Jolivet, humoriste, philosophe à mes heures et surtout défenseur de la nature, la vraie. Et là, dans le public, il va encore nous saouler avec ses principes. Il y en a pour une page comme ça, et après, vous nous racontez l'histoire d'un ours blanc que vous avez ramené en France, et qui va avoir tout un tas de déboires à cause de vous, quelque part. Oui, absolument. La BD, c'est une autre manière de faire passer un message aussi? Écoutez, la BD, c'est Luc Besson. C'est Luc, avec qui on se connaît depuis 30 ans, on a fait nos premiers courts-métrages ensemble. Et quand avec Nicolas Hulot, on s'est retrouvés avec Luc au Trocadéro. Et Luc m'a dit, mais viens me voir si tu as des idées. Je suis allé le voir et nous avons fait ensemble Rire c'est bon pour la planète, qui va être un DVD de fiction humoristique. Et comme il a coproduit le spectacle L'Ours Blanc, il m'a dit, on va faire une BD. J'ai jamais fait de BD. Il m'a présenté Dicus, le co-auteur, qui est un type absolument génial, et Benjamin. Et on a fait cette BD que j'aime beaucoup et j'ai pris beaucoup de plaisir. Et c'est une expérience que vous aimeriez renouveler, parce que dans la première page, vous dites, voilà, en espérant qu'il y aura d'autres expériences de ce style. Ah ouais, vraiment. Enfin, je ne sais pas si elle vous a plu. Parce que qu'est-ce que vous trouvez dans la bande dessinée que vous ne trouvez pas sur scène? Enfin, qu'est-ce que ça vous a permis de dire que vous n'auriez peut-être pas dit en spectacle? Mais si vous voulez, c'est encore mieux que le cinéma. Parce que si je dis je veux un traîneau avec 14 chiens bourrés, à tourner, c'est phénoménal. Oui. À raconter, ça va me prendre 1 minute, mais à dessiner, c'est vrai que voilà, c'est beaucoup plus facile. Ouais. Un coucher de soleil avec l'ours et tout, si on veut un coucher de soleil magnifique au cinéma, ça va être excessivement cher. J'aime bien la manière dont vous êtes croqué dans la BD, physiquement. Non mais c'est bien vous. C'est pas ce que vous êtes dit? Si. Ah bah si, tout à fait, oui. Oui, moi je suis tel que je suis, je m'assume, à 58 ans, petit, rond, presque chauve, et bien dans sa peau. Et ça c'est une manière de se protéger aussi, de dire j'assume? Ah oui, je suis... Parce que souvent on dit rire pour ne pas pleurer. Enfin, je parle pas forcément du physique, ça n'a rien à voir. Non, mais pour revenir à votre enfance, on dit souvent rire pour ne pas pleurer. Voilà quoi. Est-ce que c'est un peu ce rire de défense là, ce rire de protection? Parfois oui, bien sûr, il peut aussi, mais c'est... Non, c'est avant tout un... J'ai toujours été comme ça. Je suis joyeux par nature. J'ai une nature joyeuse et déconnante. Et la musique, alors? Moi, j'ai vu un spectacle absolument fantastique où vous étiez avec l'orchestre de Lyon. Symphonique lyonnais. Dirigé par Philippe Fournier. Un ami à vous, oui. Avec qui vous avez d'ailleurs monté le spectacle. Il ne faut pas croire que l'orchestre et Philippe Fournier sont venus se greffer sur un spectacle déjà écrit. C'est pas du tout ça. Et pendant 1h30 de délire, on a un orchestre qui dialogue avec un humoriste, avec des choses nouvelles, avec des... Et moi qui ne suis pas très facile à faire rire, voilà, je riais pendant tout le spectacle. Ça, c'est assez nouveau d'aller mettre de la musique, enfin un orchestre entier surtout. Ben oui, je suis fier. Je ne peux pas vous dire autrement. De quoi? De transgresser des frontières? La musique peut faire rire? Oui, l'humoriste peut avoir une culture musicale forte? Ah oui, bien sûr. Et puis, ce sont des rencontres aussi. C'est pas pour rien que Philippe Fournier est un être rare, un chef d'orchestre exceptionnel. Parce que, soyons clairs, tous les clowns du monde rêvent de jouer avec un orchestre symphonique. Mais tous les orchestres symphoniques ne rêvent pas de travailler avec des clowns. Donc, il faut rendre hommage à Philippe Fournier et à son orchestre. Qu'on ait pu travailler ensemble, qu'on ait pu faire. J'ai quand même, il y a 1 an et demi, dirigé, le Sacre du Printemps, pendant 7 minutes devant 25 000 personnes, avec les musiciens de l'Opéra de Paris, à Royan, au violon sur le sable. Waouh! Vous vous rendez compte de ça? Le frisson, quelle chose extraordinaire. La vie me bénit. J'ai une chance fabuleuse. Parce que c'était un de vos fantasmes aussi. Enfant, je rêvais d'être chef d'orchestre. Je suis venu sur Terre, comme je le dis à tout le monde, et je le dis, réalisez vos rêves, rêvez quand vous êtes enfant. Plus on rêve, plus on a de rêves à réaliser, plus on va en réaliser, plus tu rêves, moins tu crèves, mieux tu te portes. Ce serait quoi le prochain grand rêve comme ça à réaliser? Quel est celui qui, aujourd'hui, Construire une maison moi-même, arriver à construire moi-même, arriver à faire la cuisine, jouer du piano, rendre
humblement aider à ce que cette putain de planète se porte mieux. Voilà. Et vous vous donnez les moyens, pour la planète, oui, on sait. Pour la maison, on sait peut-être moins. C'est tout un symbole de bâtir sa maison. Hein. Oui, faut la bâtir sur le roc, pas sur le sable. Oui, voilà, j'adorerais me dire, voilà, je vais construire une maison, je vais arriver à faire des choses que je ne me crois pas capable de faire. D'accord, comme construire une maison de ses propres mains. Exactement. Et ça se trouve, j'en serai incapable. Mais de toute façon, j'essaierai. Quelles sont les valeurs que vous ont transmises vos parents? Peut-être chacun individuellement, votre maman, Arlette? Oui, ma mère... Femme que vous adulez, vous adorez? Oui, j'adore ma mère. Oui, c'est une... Actrice? Oui, Arlette Thomas. Et je suis... ça y est, on s'est mis au travail. Elle jouait la comtesse de Ségur et je lui ai dit, maman, tu aimes la scène? 80 ans quand même, hein, c'est ça, 82. 82. Tu vas, si tu en es d'accord, on va écrire ensemble ta vie. Ça va s'appeler Actrice. Et tu vas nous raconter ta vie de ta naissance au moment où tu es sur scène. Et nous avons entamé ce travail. Alors c'est génial parce que votre maman, on la connaît tous et personne ne le sait. On la connaît tous par sa voix notamment. La voix dans Titi et Gros Minet, Titi c'est elle. Oui. C'est même elle qui a trouvé, je crois, le truc pour dire Rominet. Oui. Enfin, je le dis mal, moi. Rominet. Moins bien que maman. Pardon, maman. Mère, pardonnez-moi. Mère, pardonnez-moi. Voilà, c'est bien, on a le showman à nous tout seul, pour nous en exclusivité. La voix de Calimero, c'était elle aussi. Bon, elle n'a pas fait que du doublage, elle est actrice également. Mais voilà, c'est au moins deux références fortes pour les auditeurs et les téléspectateurs. Qu'est-ce que vous lui devez à votre maman? Après, il y a la même question pour le papa. Oui, une ténacité farouche. Un amour de la vie, un appétit, le sens du combat, d'une femme très forte. Est-ce que mon frère Pierre vous a dit la même chose? La ténacité, oui. Oui. Hein? Et le travail aussi. Voilà, oui. Pour mon père, je dirais cet amour de la littérature, de la peinture. La loyauté aussi. La loyauté, le sens de l'honneur. Est-ce que mon frère vous a dit la même chose? Je ne vais pas poser la question pour le papa. Ah bon. Vous n'aurez pas dit la même chose. Il aurait dit quoi, votre frère? Il aurait été plus dur. Ah. Mais c'est lui qui a vécu avec papa aussi. Voilà, c'est pour ça. C'est ça. C'est vrai que vous avez grandi dans un environnement très favorisé, culturellement parlant. Après, je pense que maman était beaucoup absente, sans doute, avec ses... Écoutez, je rappelle à ma fille, et je le dis aux téléspectateurs qui nous regardent, que sa grand-mère, pour nous nourrir, en 1954-56, faisait les poubelles, récupérait les bouteilles de lait en verre et les ramenait le lendemain pour récupérer les consignes pour nous nourrir. On ne peut pas dire qu'on soit né baigné, si vous voulez, hein. On ne peut pas dire vraiment qu'on est baigné dans l'opulence à notre naissance. Non, mais il y avait une recherche culturelle absolument, quand même. Qui n'a rien à voir avec l'aisance et l'opulence. Non, absolument. Mais c'était juste un petit détail que j'aime bien. Me rappeler, moi, et rappeler aux enfants et aux autres aussi. C'est quoi un utopitre? Voilà, regardez-le, madame, il est devant vous. L'utopitre. Un mélange d'utopiste et de pitre. Voilà, c'est exactement ça. J'ai inventé ce mot, comme l'éconologie. Il y a des ministres qui parlent de ça aujourd'hui, ce mélange d'écologie et d'économie. Alors c'est tout bête, puis on est tout fier quand on entend « Ah, le ministre a parlé d'éconologie, le mélange... » Comme dit Marc Jolivet, alors on se la pète, dis donc, c'est moi, c'est de moi, alors que c'est tout bête, quoi, voilà. On mélange des mots. C'est tout bête, mais c'est très bien trouvé. Voilà. Écoutez, tant mieux. Voilà, c'est ça un utopiste, un utopitre. C'est exactement ça. C'est deux personnalités qui cohabitent en une, et vous dites qu'il devient même ingérable, finalement. Totalement. Parce que? Besoin de... C'est le côté... J'adore ce métier d'humoriste parce que c'est un métier noble. S'il est pratiqué comme j'essaye de le pratiquer, c'est-à-dire sans jamais diffamer ni être insultant. Je n'ai jamais eu de procès en diffamation ni pour insulte, et c'est mon honneur. Ça peut peut-être m'arriver, en tout cas ça ne m'est pas arrivé, je fais assez attention à ça. Eh bien... Sans être consensuel pour autant?
Bah, j'évite, oui. Enfin, ça demande beaucoup de travail, je crois. Maintenant, vous savez, toujours pareil. Il y en a qui me disent, ah, t'es trop écolo, t'es pas assez écolo. Ah, mais faut remplacer Coluche. Je suis moi, je fais ce que je peux avec mes moyens. Et puis on m'aime ou on m'aime pas, et c'est pas grave. Voilà. Et un gnou, c'est quoi alors un gnou? Alors le gnou, qui est votre animal de totem avec l'ours blanc. Enfin, on s'y perd un peu, hein. L'ours blanc, le gnou. Alors, mademoiselle, Pardon, non. Le gnou se reproduit très facilement. L'ours blanc, pas du tout. L'ours blanc est en voie de disparition. Alors que le gnou, je faisais une émission pour France 3 il y a une dizaine d'années. C'était sur les... Et j'ai découvert le gnou. Cet animal qui, en anglais, wild beast, la bête sauvage. Donc, vous voyez, avec la grande barbe, là, qu'on voit comme ça. Vous les avez vus, ces reportages où on les... Je regarde régulièrement des reportages sur les gnous. Alors, mais bien sûr. Si vous tombez dessus, c'est fabuleux. Un troupeau de gnous arrive, il y a les crocodiles qui sont devant, et le gnou se précipite dans la gueule du crocodile. Ah oui. Et il se précipite jusqu'à ce que la rivière soit remplie de cadavres de gnous pour que les autres gnous puissent passer. Voilà. Et donc, ce mot gnou, j'ai dit, mais c'est vrai, je suis un gnou, nous sommes des gnous, moutons, synonyme de mouton. Majorité silencieuse, mouton voilà, de c'est ça. Un peu, on y va tous. Voilà. Vous faites particulièrement bien le gnou, là. On vient d'avoir droit à une petite grimace de gnou. Oui. Ça fait bien, hein. Voilà, c'est assez indescriptible, malheureusement, mais... Ah oui, pour la radio, ça sera plus difficile. Voilà. Et on a tous du gnou en nous. On a tous un peu de gnou en nous. Du Tennessee et du gnou. Non mais, oui, c'est l'idée. Je sais pas, moi oui. Moi oui, la plupart de... c'est quoi, c'est le beauf, c'est l'équivalent du beauf? C'est ça, oui, ça peut, oui, le beauf, le blaireau, toujours un moment, on est le blaireau et le beauf. Et comme ces deux mots-là sont galvaudés, je trouve que gnou, c'est plus rigolo. Alors, il y avait eu un livre, hein, Gnou, le livre, qui reprenait justement toute cette notion-là. Je suis sûre que le mot gnou, c'est marrant à dire. Ça Gnou. sonne bien. Hein. Essayez chez vous, gnou. 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 Arrête de faire le gnou. Oui, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'est-ce que peut le rire aujourd'hui ou qu'est-ce qu'il ne peut pas? Est-ce que vous avez réussi à cerner un peu les limites du rire? Non, mademoiselle. À toutes ces questions qu'on me pose régulièrement, je réponds Arrêtez de dire que mes questions sont pas originales. Non, vous êtes non, pas du tout. Très déplaisant comme personnage. Oui, pardon, alors d'abord... C'est fou, ça. Ah, vous êtes belle, mais qu'est-ce que vous êtes belle. Oui, rattrapez-vous. Autant Marc. la question est bon, un petit peu, mais alors vous... non. Allez, votez en disons touche. que Répondez à ma question. Des questions récurrentes. Je n'en sais rien. Je n'ai pas... Je trouve ça très prétentieux, les gens qui peuvent dire je sais que le rire apporte ceci ou cela. Moi, encore une fois, je suis un peu primaire. Je me contente d'être moi-même, d'être bien dans ma peau et de faire en sorte de bien vivre en société. Primaire ou humble? Un habile mélange des deux. Mais c'est un peu primaire quand même, parce que c'est vrai que Non, je n'ai pas la réponse. Mais pourtant, j'ai l'impression que vous n'êtes dupe de rien. Enfin... Alors ça, c'est autre chose. Dupe de rien à propos de quoi? À la fois du pouvoir, de tout, oui. Que ce soit du pouvoir du rire, du pouvoir des politiques, du pouvoir de la portée aussi de ce que vous pouvez faire, qui a forcément une portée malgré tout limitée. Très limitée. Voilà, et que malgré tout, ben voilà, c'est peut-être une pierre à l'eau, mais jetons-la quand même, quoi. Ben oui, parce que j'ai une expression qui dit « Je suis la petite goutte d'eau qui tombe à côté du vase pour l'empêcher de déborder. » Voilà, c'est tout. Si déjà j'arrive à faire ça, alors merci Sylvia. Vous voyez ce que je disais en introduction, il y a toujours quelque chose d'assez poétique, souvent dans ce que vous dites, des sortes de jets comme ça, je ne sais pas si c'est travaillé ou pas, ou d'inspiration subite. Oui, c'est de la... Il y a un fond de poésie chez vous qui ressort régulièrement vrai, dans les sketchs, la mise en scène aussi des fois. Oui, c'est vrai, je reconnais, c'est ce qu'on me dit. Pas forcément. Alors, j'en suis heureux. J'en suis heureux. Mais j'aime pas trop me regarder le nombril. Donc, quand on me parle de poésie, je me dis, oh, c'est bien qu'on me dise ça. Ah, tiens, c'est bien de faire rire. Mais c'est tout à fait honnête. Je ne trouve pas ça terrible, ce que je fais. Je suis... Alors, quand je suis content, quand le truc de l'ours, ça vous plaît, oh, je dis, ah, c'est vachement... Vous voyez, c'est vraiment... Vous êtes beaucoup dans le doute, finalement. Bien sûr, bien sûr. Vous nous avez parlé, vous me disiez, adolescent, j'étais... très fragile. Oui. Cette fragilité, elle est, à votre avis, toujours là? Bien sûr. D'accord.
pouvez me faire pleurer très facilement. Ah bon? En disant quoi? Ah, je ne sais pas. En faisant quoi? Je ne sais pas si vous touchez à un endroit, bien sûr, bien entendu. Et heureusement d'ailleurs. Et heureusement parce qu'autrement, je serais sec. Ça serait triste, je serais devenu cynique. Vous dites tout ça avec les bras fermement croisés sur votre poitrine, histoire de bien vous protéger. Voilà, allez. Blesse-moi. Non, non. Oh, blesse-moi, touche-moi. Non, non. Touche-moi, mon amour. Et hypochondriaque alors? Moins qu'avant. Moins qu'avant. Ah, ça se soigne, d'accord. Ah oui, moins qu'avant. C'est pour ça qu'il a rajouté un pull juste avant de rentrer en plateau, Oui. autrement qu'il faisait froid, alors que moi, je suis bras nus. Oui, mais attention, je suis chanteur, je vais chanter à la salle Gavot. Non, pas Playel. Il y a Playel et à Gavot. D'accord. Moi, c'est Gavot. Donc, non, ça, c'est vrai qu'il faut que je fasse attention. J'ai quand même 58 ans. Et donc, c'est vachement important que je perde pas ma voix, que je tombe pas avec une grosse rhinite monstrueuse pendant 10 jours. Je vais vous chanter de Schubert. C'est une horreur. Donc, je fais attention. Ce serait la hantise. Oui. Qu'est-ce qui vous étonne dans la vie, Marc Jolivet? Ou qu'est-ce qui vous étonne encore? La connerie humaine, je la trouve incommensurable. Ah oui, vous partez sur du négatif. Très bien. Ah oui, la connerie humaine, c'est quelque chose d'absolument phénoménal, à tel point que ça en devient drôle, quoi. C'est vraiment... quand on philosophe, puisque quand même, hein, la philosophie, il n'y a que ça de vrai. Donc, quand on philosophe, c'est vraiment étonnant. Étonnant. Le rire est lié à la philosophie, d'ailleurs, souvent. Oui. Vous pensez déployer, vous, un rire un peu philosophe? Il y a quelque chose de ça dans votre recherche? Oui, certainement. Certainement, oui, oui, puisque la philosophie, c'est l'art de bien vivre avec ce qui nous entoure, de vivre le mieux possible, en accord avec ce qui nous entoure, alors oui. Alors, soyons plus positifs, je vous repose la même question et vous me trouvez une réponse positive, d'accord? Qu'est-ce qui vous étonne dans la vie, Marc Jolivet? Ma capacité amoureuse. Ah, ça c'est génial. Voilà, ça c'est un des plus beaux moments de ma vie. Qu'est-ce que vous dites? Ma capacité amoureuse, et la journaliste éclate de rire. C'était pas du tout le genre de réponse que j'attendais. Ah bah oui. Donc c'est toujours surprenant. Je tiens à m'excuser. Ah bah ne vous excusez pas. Non, mais c'est vrai. C'est-à-dire? Ah mais je m'étonne toujours moi-même de voir comme je peux être amoureux des gens ou des choses. C'est-à-dire en même temps ce décalage absolument phénoménal entre me dire la connerie humaine et c'est loin. Et d'un autre côté, c'est ça qui est drôle, alors justement. que je le sais, je suis capable, je l'oublie, et je suis capable d'amour, oui. De donner beaucoup, en tout cas. Ah, c'est pas à moi de le dire, je sais pas si je donne. En tout cas, je dois pas donner assez, c'est sûr. Non, mais vous savez ce que vous avez envie, vous, de... Oui, je donne beaucoup. Et ma compagne, ma fiancée, ou les femmes que j'ai aimées dans ma vie, en tout cas, ne s'en plaignent pas trop. Je vis depuis l'âge de 15 ans avec des femmes, et... Oui, l'autre jour, elles ont dit qu'elles étaient, j'étais pas un macho, que je les mettais, que j'aimais, que je les mettais en valeur. Enfin, je veux dire que c'était un échange, quoi. Oui, oui. Oui, je suis encore très amoureux de la femme que j'aime et des femmes que j'aime. Alors, il y a une femme qui tient une place particulière dans votre vie, c'est votre fille. Une autre sorte de relation amoureuse, évidemment, rien à voir. Qu'est-ce que vous essayez de lui enseigner à cette petite fille? On peut dire son prénom ou pas? Oui, on peut dire du moment qu'on n'en parle pas trop parce que... D'accord. Voilà, mais là, comme c'est très léger, elle s'appelle Camille. Elle a 15 ans. Je vais essayer de... Vous savez, souvent, les gens élèvent leurs enfants, je le vois par rapport aux autres, en se mettant devant. C'est-à-dire, il y a la vie qui est devant, l'enfant est derrière, et on avance, les parents avancent devant pour les protéger. Donc du coup, l'enfant derrière, il ne voit pas bien ce qui se passe devant. Moi, j'ai une autre technique, elle est devant, donc elle a parfois peur. Et moi, je suis derrière, bien collé, pour la protéger si elle tombe. L'image est jolie, mais au quotidien, ça donne quoi? Par exemple, si on pouvait prendre un exemple... Eh bien, disons que je suis assez laxiste. Parce que j'aime bien ça, ce terme-là. C'est-à-dire, vous la laissez faire un peu à son idée? Oui, j'aime bien lui dire, prends tes responsabilités. Voilà, choisis. Et en même temps, c'est pas tout à fait juste ce que je dis. C'est pas du laxisme, ça, si? Non, le mot est faux. Mais... c'est une liberté surveillée ou... Oui, en tous les cas, je vois par exemple par rapport à ses études, elle a envie de profiter de la vie, mais bien entendu, c'est elle qui a raison. Qu'est-ce que vous avez compris, vous, de la vie que vous aimeriez lui transmettre, peut-être pour lui faire gagner du temps, si tant est qu'on puisse faire transmettre certaines choses, mais non, voilà. Rien. Alors, quelle est la valeur qui compte pour vous et que vous aimeriez, voilà, lui transmettre à elle? Est-ce qu'il y a une valeur? Elle a la loyauté, la sincérité, mais elle les a.
Je le vois dans la vie quotidienne. Donc, Et moi, je vois dans votre regard un papa qui est drôlement fier de sa fille. Oui, oui. Ça se voit tout de suite. Hein. Oui, c'est vrai. Elle vous a appris des choses sur vous, enfin, le fait d'être père, ça vous a révélé des choses sur vous-même? Quoi, par exemple? C'est la plus belle chose du monde. C'est la plus. Qu'est-ce que vous avez compris sur vous? La plus magnifique. Je me suis pardonné lorsque j'étais enfant. Dans l'analyse, le travail. Je me suis pardonné le fait de ne pas avoir plus aidé ma mère quand j'étais enfant. J'ai eu du mal, l'analyse, alors il a fallu 20 ans d'analyse, de travail. Mais avec la naissance de ma fille, me projeter, etc., a fini le travail. Je n'étais pas responsable, je ne pouvais rien faire d'autre. Elle vous a complété finalement, cette petite fille? Totalement. Allez, comme on dit, quoi. Enfin, vous connaissez, vous avez des enfants aussi. Dans le sens de la vie, quoi. D'un seul coup, on est dans le mouvement. Qu'est-ce que vous lui diriez au petit Marc Jolivet, si vous pouviez le croiser comme ça au détour d'un chemin? Qu'est-ce que l'adulte dirait à l'enfant? Je dirais, c'est bien, mon petit gars. C'est bien. T'avais pas beaucoup de cartes entre les mains. Tu te démerdes bien. Tu lâches pas. Tu vas au bout de tes rêves. Ouais. L'homme... Pardon? Non, continuez, je vous en prie. Non, l'homme que je suis le prendrait dans mes bras tendrement. Oui, en lui disant bravo. Continue. Quand on fait un retour comme ça sur son parcours, c'est pas la première émission que vous faites où on revient un petit peu en arrière, comme ça. Il y a ce sentiment d'être parvenu, c'est peut-être pas un joli mot, mais d'être arrivé à une place que vous n'auriez jamais espérée? Totalement. Oui. Donc après, c'est que du bonheur, ce qui peut arriver, du bonus, ou au contraire, plutôt la peur que tout s'effondre? Je suis un infirme. Un infirme de quoi? Je vais vous dire, j'ai un gène que j'ai pas, c'est le voyage, par exemple. Vous voyez, j'ai pas pris l'avion depuis 35 ans. Donc, vous voyez toutes les difficultés que ça entraîne. Donc, il faut bien que quelque part, c'est ce que j'arrive à analyser, pour monter sur scène, pour faire toutes les bêtises que je fais, je veux dire, pour avoir employé un mot qui ne soit pas prétentieux, il faut bien que je m'accorde des endroits où, ah non, c'est trop, c'est lourd, c'est... Pourquoi donc, je ne prends pas l'avion. Voilà. Pourquoi? Je ne voyage pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas ça en moi. Même pour une tournée, par exemple au Québec, au Canada? On m'a proposé, mais vous pouvez me proposer des millions. L'argent ne m'intéresse pas, la gloire ne m'intéresse pas. Le seul truc qui m'intéresse, ce sont mes rêves et mon image par rapport à moi et être sincère avec moi-même. Donc, je vois toutes les difficultés que ça entraîne, mais c'était exactement ça. C'est par rapport à cette infirmité, à ces difficultés. Eh ben, bravo, bonhomme. Bravo, bonhomme. Ce serait quoi l'odeur de votre enfance, Marc Jolivet? Les films de Tati. Alors, sans hésiter une seconde. Les vacances de Monsieur Hulot. Les vacances de Monsieur Hulot, l'odeur du sable, de la glace vanille, le son. Les vacances de Monsieur Hulot est un chef-d'œuvre absolu. Et quand je le regarde régulièrement, j'ai les odeurs, j'ai les sons et tout. J'ai d'ailleurs écrit un long métrage et un deuxième roman que je dois finir, qui s'appelle Les vacances de Miss Mulot, et qui est un hommage à Tati, à cet univers, etc. Qu'est-ce que ça... Enfin, comment ça vous inspire dans votre travail d'humoriste? Ça vous inspire d'abord ou vous mettez ça de côté? Non, c'est vraiment... de côté. C'est de côté, d'accord. Pas... Oui, parce que j'étais en train de chercher dans quel sketch j'aurais pu voir des analogies et que le style très spécifique de Tati, je ne vois pas en fait. Non. Donc, on a parlé de Chaplin tout à l'heure. Et un sketch hommage, non. Un sketch hommage à Monsieur Hulot ou à Tati, à Jacques Tati? Non. Il faudrait que j'y arrive, je ne sais pas, je ne suis pas contre... déjà, il était très grand et très mince. Donc, pour que j'arrive à faire physiquement le truc, vous voyez, ça, c'est pour rendre hommage. C'est vrai que ça aide quand même quand on a le physique. Donc, Coluche, oui, plus. Là, je me suis déguisé pour Liane Folly en Coluche. Waouh! Ah, ça nous a tous étonnés. Et puis après, j'en ai parlé avec Paul Lederman. On en a parlé, il m'a dit, oui, on va le faire. Ouais. Et je crois que je ne vais pas le faire. Alors, précisons, Liane Folly, que vous avez mise en scène, qu'on connaît comme chanteuse, et qui a fait une parenthèse. Voilà, la folle parenthèse. La folle parenthèse. En tant qu'humoriste, on connaît son talent pour imiter les voix, un talent absolument incroyable. Formidable. Comment elle imite Muriel Robin, Shirley de... Formidable. Shirley et Dino. Enfin, elle en imite plusieurs comme ça. Ça fait quoi de mettre en scène une autre artiste qui n'est pas humoriste à la base? Au début, je voulais pas. Ah bon?
C'est Daniel Balavoine qui me l'a présenté. On s'est connus. Ah oui, ça remonte un petit peu, ça. Ah, ça remonte à il y a 20 ans. Elle m'a demandé de faire la mise en scène de son album Rêve Orange au Casino de Paris, Oui. que j'ai fait. Ça a été un énorme succès, mais je lui ai dit, Liane, vas-y, imite, fais rire. Et toute la production autour, elle, non, 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 tu es chanteuse, n'écoute pas Marc. Mais elle n'écoute pas Marc. Merci, au revoir, monsieur, dame. Je suis parti. Elle m'a dit, Marc, je t'appellerai un jour. Et je dis, oui, oui. Donc on se voyait. Et puis, il y a 1 an et demi, elle m'a dit, je fais le Marigny, un spectacle, c'est toi qui vas le faire. Non, écoute, il y a des imitations, ça va, puis ça y est. Non, viens me voir, s'il te plaît. Regarde. Voilà, je t'écris les textes avec moi. Je dis, non, écrire les textes avec toi, j'y arriverai pas, c'est autre chose, c'est un autre. Et puis je dis, vachement, elle m'a fait rire. Je dis, qu'est-ce que t'es balèze, t'écris toute seule, allez, d'accord, je t'aide. Voilà. Et elle fait un succès énorme. Et c'est une nana formidable, ça s'est très bien passé. Vous voyez la fidélité, 10 ans qu'elle a été. Non, non, c'est toi. Elle pouvait aller vers des gens beaucoup plus connus, qui l'auraient beaucoup plus. Non, c'est toi. C'est toi qui m'as dit que je pouvais, c'est toi. Eh ben, ça a été super. Mais on en sent la fidélité. Luc Besson, 30 ans, Liane Folly, donc quoi, Oui. 10... Luc m'a aidé, 10, oui, 15 quand ans, j'étais... oui, oui. Et là, on a fait nos premiers courts-métrages ensemble. Et après, quand moi, j'ai payé mes dettes cinématographiques, il a acheté mes courts-métrages, oui. Alors, vous parliez de voyage, c'est quand même un voyage que vous aimez beaucoup. Pourquoi vous bougez les jambes comme ça? Je vous stresse, hein? Ah, pas du tout. Alors, Ah bon? non, non, pas du tout. C'est ma fille. Alors, écoutez, ma fille se fait engueuler en classe parce qu'on lui dit pourquoi. Vous savez, c'est l'énergie. Oui, c'est l'énergie qui Voilà, part par les absolument. jambes. Non, 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 je D'accord. suis très bien, très heureux. D'accord. Donc, pas de souci, mais c'est... voilà, c'est Non, bien. mais vous ne le faisiez pas en début d'émission, c'est pour ça. Mais parce que ça fait un moment que j'ai pas bougé. Non, mais... Bougez pas, ne bougez surtout pas. Restez avec moi, on a encore allez, une petite dizaine Ah, de mais minutes non, mais d'émission. encore une fois, tout va bien. C'est juste, voilà... D'accord. Alors, le voyage dont je vais parler, c'est le voyage gastronomique, parce que vous êtes un fin gourmet, et ça peut être tout un voyage, sans bouger de son siège, ou alors un petit peu pour aller au restaurant, ou cuisiner soi-même. Qu'est-ce que ça vous apporte? Voilà, ces sensations dans le nez, dans la bouche, dans les yeux peut-être, J'ai dans tout le laissé corps. J'ai offert ma bande dessinée hier. C'est pour ça que j'étais en retard aujourd'hui à Olivier Rollinger. Oui, parce qu'on a des problèmes. Marc Jolivet était en retard. Voilà, et je tiens à m'en excuser. Mais donc, voilà. Olivier Rollinger va rendre sa 3e étoile. Il est fatigué. Je voulais absolument, avant que la maison de Brécourt soit fermée, retourner une dernière fois. Et je lui ai offert ma bande dessinée humblement. Et j'ai mis dessus à l'homme qui me fait voyager. C'est quoi la phrase de Baudelaire? Qui me fait voyager, qui me fait faire des voyages immobiles. Voilà. Tout est dit. Oui, j'adore cet homme, c'est un grand artiste. Olivier Rollinger est un grand homme. Un très très grand. J'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je suis très fan. Pour lui et sa cuisine, donc. Pour lui et sa cuisine, absolument. On aura bien compris. Pour sa cuisine, inventive, originale, qui me fait voyager. Il y a des hommages spontanés qui naissent comme ça dans l'émission, qui n'étaient pas préparés à l'avance. Liane Folly, Luc Besson, Oui. votre frère Pierre aussi d'ailleurs. Bien sûr. Et puis, Olivier je vais vous Rollinger. dire, souvent on critique, on passe le temps. Moi, les spectacles que j'aime en ce moment, c'est mes amis. Éric Métayer, Gérard Miller, Jed Marlon. Voilà les spectacles que je conseillerais aux gens d'aller voir. Vous avez des vrais amis dans ce métier? Oui, bien sûr, heureusement. Heureusement. Oui, ils ne sont pas nombreux. Mon ami Guy Laporte, surtout, qui est dans le rôle de l'ours, dans la peau de l'ours, qui est un acteur absolument fabuleux. Fabuleux, qui fait rire dans la peau de l'ours, mais il s'est entraîné des heures et des heures dans une glace pour faire ça. C'est un acteur absolument prodigieux et avec une humilité incroyable. C'est quoi votre plus belle réussite, Marc Jolivet? Ma fille. Et votre plus grosse erreur? Je Ne parle pas pas forcément avoir d'échec, fait mais- plus d'enfants avec plusieurs femmes que j'ai aimées. Ah. Quelle est la personnalité politique que vous aimez ou vous admirez le plus? Moi, je suis assez fidèle à Daniel Cohn-Bendit, puisque je suivrai, je l'aiderai, je ne me présente pas, je ne ferai pas de politique. Je suis ambassadeur du Défi pour la Terre, président d'honneur d'Écologie sans frontières et président de mon association Rire pour la planète. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup d'admiration pour Daniel Cohn-Bendit. J'ai fait avec lui plusieurs campagnes et je l'admire. Rire pour la planète, vous faites quoi avec votre association? Mais écoutez, l'écologie triste, c'est fini. Voilà.
Il est temps, et Nicolas Hulot, Yann Arthus, Bertrand Hubert-Rives sont d'accord avec moi. Donc ça sera le 8 juin au Casino de Paris. Et rire pour la planète, rire c'est bon pour la santé. Si c'est bon pour la santé, c'est bon pour la planète. Être en forme, bah c'est bien, on va plus trouver de solutions. Donc c'est montrer que l'écologie joyeuse est en marche. Un côté rire médecin, quoi. Comme... Oui, 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 oui. Quels sont les démons que les années n'ont pas assagis, Marc Jolivet? L'amour pour les femmes. Ah, c'est un démon? Tout à l'heure, vous nous l'avez présenté comme quelque chose de... Oui, alors, non, alors, d'accord, Non, oui. non, non, mais si, ça... Non, alors, c'est votre réponse. alors, je vais être honnête. Avant, oui, j'ai passé ma vie, j'étais venu sur Terre pour aimer le plus possible. Et maintenant, je suis sage. La vie fait que je suis devenu monogame. D'accord, ah bah bien. C'est peut-être comme ça qu'on aime le mieux, non? Je ne sais, non, j'assume mon ex-polygamie. Bien. Ça va chauffer, hein, là, hein? Non, bah non, alors là, non, il n'y a aucun souci. Ce sont vos propos. Absolument. Marc Jolivet, si vous pouviez être, attention, la question est un peu compliquée, si vous pouviez être plus que vous... Allô, on se réveille, hop, hop. Pardon. Si vous pouviez être plus que vous, qui seriez-vous ou que seriez-vous? Vous démultipliez, vous, au maximum de vous. Ça donnerait quoi? Diogène le chien, qui vivait dans le tonneau, qui était suffisamment philosophe pour n'avoir plus besoin de rien, et que lorsqu'Alexandre venait et lui a dit « Ôte-toi de mon soleil », il est détaché de tout, c'est la philosophie, à l'état pur. Diogène, c'était pas le nom d'un de vos films, ça? Si. Ah, oui, il me disait, ça me dit quelque chose, dans lequel vous étiez acteur. C'est le premier film que vous avez... Acteur, producteur, où j'ai perdu beaucoup d'argent. Voilà. Sélectionné à Cannes, à Perspective. 700 entrées, une des plus petites, des plus gros bits de l'histoire du cinéma français. Que vous assumez, parce qu'on a compris que vous assumez tout. Oui, madame. Quelle est la critique, votre critique préférée? Celle qu'on a dite à votre endroit et qui était tellement bien dite que, voilà... Ah, bah là, c'est dans mon dernier spectacle. On me dit on dit, putain, tu délires, mais complètement, là. Tu délires complètement. Et ça vous fait plaisir? Ah oui. Ah oui. C'est pas une critique, c'est un compliment, finalement. Oui. Ça se transforme comme ça. Mais ça peut être une critique aussi, quand c'est trop... voilà. Donc, il y a une très jolie phrase. Un jour, il faudra que je retrouve de qui elle est, parce que je la donne des fois en émission, et je ne sais jamais l'auteur, qui dit « Qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur ». Vous souscrivez à cette phrase? waouh. Qui cherche la vérité de l'homme doit s'emparer de sa douleur. Magnifique, ça. Alors, si je cherche la vérité de Marc Jolivet, donc je dois m'emparer de sa douleur, elle se situe où, votre douleur? Est-ce qu'il y a encore des choses qui vous blessent? Bah, bien sûr, mais je vous l'ai dit, la connerie humaine... Non, mais des choses plus personnelles. Ah, personnel, qui me blesse, moi, personnellement. Ouh, faut être balèze pour me blesser, hein. Je suis à l'aise dans les baskets, alors... Une carapace ça bien sera pas épaisse. sur mon fils, oui. Non, comment peut-on me blesser Non, on ne peut pas me blesser. Alors, comment on fait pour se fâcher avec vous? C'est pas un projet que j'ai. Hein. Non, j'ai très bien compris, mademoiselle. Ne pas avoir compris que la planète est en danger, faire partie des intégristes. Voilà, des choses très faciles. Hein. Tout ce qui est un petit peu étroit, finalement. Absolument. Tout ce qui étouffe. Oui, exactement. Tout ce qui est refermé, tout ce qui est comme ça. Hein. Voilà. La vie que vous menez, là, c'est la vie que vous voulez mener. Enfin, elle correspond à ce que vous voulez être. Absolument. 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 Alors, qu'est-ce qu'on pourrait vous souhaiter de plus, finalement? Parce qu'on a l'impression que tout va bien, mais vous êtes heureux. Je vous dis, c'est pas l'argent, c'est Non, pas... bien sûr. J'ai des dettes, je suis tranquille, je trouve ça sain, c'est humain, c'est bien, c'est la crise, et j'en fais partie, et ça me permet de pouvoir en parler, justement, quand on est bardé de thunes, aller parler de la crise. C'est pas... ce que vous pouvez me souhaiter, c'est de refaire des enfants, ben voilà. De faire encore des flopées d'enfants. D'accord. Pour pour envahir la planète de petits petiots. De petits Jolivets. De petits, qui auront, mais je l'espère, mon appétit de vivre, ce besoin de résistance, cette déconologie, voilà. Et qui n'auraient pas quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez ne pas transmettre? Surtout ne pas transmettre à vos enfants? Bon, pas trop, si je peux leur éviter d'avoir ce gène
du non-voyage et de la peur, Ah oui. de l'angoisse de l'avion, de trucs comme ça, bah, c'est mieux. C'est mieux. Un mot pour Marie-Louise? J'étais son petit moineau à Marie-Louise. Ma grand-mère, Marie-Louise, qui m'a protégé, qui m'a toujours protégé, qui m'a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. Beaucoup. Je regrette que ma fille n'ait pas pu la connaître. C'est une sorte d'ange gardien? C'est quelqu'un à qui vous faites référence encore aujourd'hui quand il y a une difficulté ou... Rarement, pour être honnête, rarement. C'est vrai que par moments, je me dis, tiens, non, la vie a fait que... Vous l'avez oublié? Je ne vais pas... Non. Non, mais je ne vais pas sur sa tombe, je n'ai pas... Non, non. Faites pas appel à elle pour... non. Non, j'y pense. C'est dans mon intimité, parfois, comme ça. Et puisque alors, bah oui, je ne sais, vais-je la retrouver? Est-ce que je n'en sais rien? Oui, ça serait bien. À Ça qui on serait pourrait bien. la dédier, cette émission? Si on devait la dédier à quelqu'un ou à quelque chose ou... À Marie-Louise. À Marie. Ah oui, non, mais ça c'est un peu facile, je viens d'en parler. Bah oui, ben... Trouvez-moi autre chose. Ah, Vous avez 15 secondes pour me trouver autre chose, Marc Jolivet. à tous ces chrétiens qui sont en ce moment dans le monde musulman maltraités. Alors ça c'est fort. Voilà. Sur une Quand antenne on comme voit, la nôtre. mais oui, mais je vois ça tous les jours et je trouve ça terrible. Eh ben, merci beaucoup Ouais, de de tout ce rien. que vous avez donné, d'avoir fait le pitre de manière sérieuse, d'avoir été sérieux en faisant le pitre. C'était très agréable et rendez-vous à la salle Gaveau alors très prochainement. Merci. Merci beaucoup Marc Jolivet. Au revoir.